Je suis Marina Boucher-Scalca et vous écoutez l'épisode 328 de Change ma vie, rapport au corps, questions-réponses. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée et la créatrice de ce podcast. Avec ma brillante équipe, on vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode sur le rapport au corps. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marina Boucher-Scalca, coach de vie certifiée et chargée de création de contenu au sein de l'équipe Change ma vie. Je suis déjà intervenue sur ce podcast à plusieurs reprises et notamment lors de l'épisode 277 « Être mince, c'est mieux ?» en compagnie de Clotilde, dans lequel on parlait déjà de rapport au corps et de la relation à soi au niveau de son image corporelle. En plus de l'épisode 277, l'épisode 268, Changer son rapport au corps, aborde également ce sujet sur le podcast. Et je suis vraiment ravie aujourd'hui de pouvoir discuter à nouveau avec vous de votre relation à votre corps. Pour préparer cet épisode de questions-réponses, nous vous avons sollicité, vous, chers auditeurs, chères auditrices du podcast, pour recueillir les questions que vous vous posez au sujet du rapport au corps. Vous avez été très nombreux et nombreuses à nous transmettre vos questions, donc merci beaucoup. Je les ai toutes écoutées avec attention et j'en ai sélectionné quelques-unes qui reflètent, selon moi, les thèmes les plus fréquents. Si vous souhaitez vous aussi être sollicité lors d'un prochain appel à questions, inscrivez-vous à l'adresse changemavie.com/inscription. Quand j'ai écouté vos audios pour préparer l'épisode, j'ai remarqué quelque chose que j'aimerais partager avec vous. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez exposé votre situation, mais vous n'avez pas posé de questions. Vous avez en quelque sorte partagé avec moi votre flot de pensée qu'il y avait dans votre tête, sans que ce soit forcément suivi d'une question. Alors pourquoi je relève ça ici ? C'est parce que l'une des premières étapes pour avancer sur un sujet, c'est d'identifier quel est le problème qu'on rencontre. Identifier l'obstacle, identifier le frein principal. En fait, c'est ce qui va nous permettre de savoir quel aspect du sujet on a besoin d'explorer en particulier. Et c'est notamment pour ça que, dès votre entrée dans le programme Change ma vie mode d'emploi, qui est notre programme de coaching en ligne, la première chose que l'on vous invite à faire, c'est de définir votre problème numéro 1. Alors si vous avez tendance à ruminer sur un sujet, à vous sentir bloqué, à ne pas savoir comment avancer, vous pouvez vous poser cette question. À quelle question j'ai besoin de répondre pour résoudre mon problème ? Et ça devrait vous aider à clarifier votre problématique, à identifier plus facilement une réponse et à mettre un plan d'action en place pour la résoudre. Je vous propose tout de suite d'entrer au cœur du sujet de cet épisode en écoutant la question de Camille. Bonjour, Change ma vie. Je suis Camille. Je voulais vous poser une question par rapport à cette question du rapport au corps. Comment est-ce que vous nous conseillez de faire pour mieux gérer un changement de ce corps du fait d'une maladie, de l'apparition d'un handicap ou tout simplement du vieillissement? Comment arriver à mieux l'accepter et puis à l'habiter de la meilleure façon possible. Merci beaucoup Camille pour ta question. Comment faire pour gérer un changement du corps, pour accepter ces changements et pour l'habiter au mieux ? La première chose selon moi, c'est d'identifier quelles sont les pensées que tu as à propos de ton corps, mais aussi à propos de ce changement. Parce qu'il va y avoir d'un côté ce que tu penses des changements qui sont en train de se passer, et de l'autre ce que tu penses de ton corps tel qu'il est devenu. Donc il y a déjà pour moi une première chose qui est d'accepter que ça change, puis ensuite une deuxième phase qui est d'accepter que ton corps est comme ça. Ce sont donc 2 étapes. D'abord, il s'agit donc d'accepter le changement. Donc accepter la maladie, le handicap, le vieillissement, accepter en fait cet état de changement qui est en train de se produire. Une fois qu'on a accepté le changement, donc l'état de changement, là, on peut accepter notre corps tel qu'il est à nouveau. Parce que si on essaye d'accepter notre corps mais que le changement en lui-même n'est pas vraiment accepté, on va sûrement avoir des difficultés à y accéder. Alors comment on fait pour accepter ce changement ? Donc on vit un changement dans son corps, ça peut être une maladie soudaine, ça peut être une maladie chronique qu'on a décidé d'accepter aujourd'hui, ça peut être un handicap qui a toujours été présent et qu'on a toujours eu du mal à accepter. Ça peut être un handicap nouveau, ou simplement le fait que notre corps vieillit au fur et à mesure, et donc vieillit dans sa capacité physique, dans son apparence, etc. La première chose que j'aimerais aborder ici est que si on a du mal à accepter le changement, c'est parce qu'une partie de nous est en train de chercher des solutions pour que ça n'existe pas. Une partie de nous est en lutte pour faire en sorte que ça ne change pas.
Il va donc s'agir de lâcher prise sur ce changement. Si l'on sait qu'il est inéluctable, qu'il va se produire quoi qu'il arrive, alors on va s'autoriser à ne pas avoir le contrôle. Quand on pense à ce changement d'une certaine façon, on peut ressentir des émotions désagréables. Quand on a des pensées de résistance au changement en lui-même, il va être beaucoup plus difficile d'accepter le résultat de ce changement. Par exemple, si une maladie, donc ça c'est le changement, crée un manque de mobilité, d'énergie, etc., ça c'est le résultat du changement, on aura du mal à accepter nos nouvelles capacités physiques si l'on n'accepte pas déjà que la maladie est là. Donc la maladie, c'est le changement. Le résultat du changement, c'est les conséquences sur notre corps. Et accepter ce changement, ce n'est pas nécessairement l'automatisme que l'on va avoir. On va plutôt vouloir, le plus rapidement possible, ne plus ressentir ces émotions désagréables. Et pour ça, on va se dire, alors surtout si on écoute le podcast Change ma vie depuis longtemps, on va se dire, ok, très bien. Je vais simplement changer mes pensées sur ce changement, et ensuite j'irai mieux, je ressentirai plus ces émotions désagréables. Ou alors, si on ne change pas ses pensées, ou si on ne pense pas à changer ses pensées, on va peut-être essayer de ne pas y penser, essayer de faire autre chose. Quand on remarque qu'on y pense, on va peut-être aller scroller sur les réseaux sociaux, regarder une série sur Netflix, on va peut-être aller manger. En fait, il y a généralement soit l'option on veut être proactif ou proactive et on veut changer nos pensées au plus vite, soit l'option, on est plutôt dans les faux plaisirs, on veut oublier ses pensées, ne pas les avoir. En fait, on est vraiment plus dans la fuite. Et dans les deux cas, si vous en prenez conscience, alors c'est déjà super, mais je pense que vous doutez que ces deux options que je viens de citer ne sont pas idéales. Notamment parce qu'il y a une option qui va vous aider beaucoup plus, et qui est l'accueil de ces émotions désagréables. La première étape à mettre en place quand vous ressentez des émotions désagréables, quel que soit ce qui se passe pour vous, c'est d'accueillir ces émotions désagréables-là. Et il y a plein, mais vraiment plein, de bonnes raisons à le faire, de bonnes raisons à les accueillir. Parce que vous allez me dire, mais en fait Marina, c'est désagréable, et en plus si c'est sur des changements vraiment que j'ai beaucoup de mal à accepter, ça peut être des émotions désagréables qui vont durer pendant longtemps avant que je réussisse à passer à autre chose. En fait, j'ai pas envie de rester là-dedans, j'ai pas envie d'accueillir ça trop longtemps. Et en fait, je le comprends complètement. Et ma recommandation, c'est faites avec l'énergie que vous avez en ce moment. Si pour l'instant, c'est plus facile pour vous de fuir ces émotions-là, que vous n'avez pas l'énergie de vous y consacrer, et que là, vous n'avez pas envie d'accepter, pas l'énergie d'accepter. Vous êtes dans la résistance, vous ne voulez pas, et ben c'est ok. Prenez le temps dont vous avez besoin. L'accueil de l'émotion, ça passe aussi, parfois, par un temps où l'émotion est trop forte. Je n'arrive pas à l'accepter, donc je vais me laisser aller à des faux plaisirs, à être un peu moins conscient ou consciente de ce qu'il y a dans ma tête, et c'est ok. L'accueil de l'émotion peut aussi avoir besoin de cette étape-là, de cette étape où on se laisse tranquille, et où on se laisse oublier un petit peu l'émotion qu'on a en ce moment. Ça peut faire partie complètement de votre chemin d'accueil de l'émotion. Et quand vous vous en sentez en capacité, c'est là où ça va être intéressant d'accueillir cette émotion de manière plus consciente. Comme je le disais, il y a plusieurs bonnes raisons de faire ça. Le premier bénéfice de l'accueil de l'émotion, c'est vraiment de ressentir ce qui se passe dans votre corps et de faire comprendre à votre corps « je t'entends, j'entends ce que tu as à me dire, j'entends que tu ne vas pas bien, j'entends que là, ça nous fait du mal ». Et en accueillant ça, vous allez peut-être pleurer, avoir envie de crier, avoir les poings qui vont se serrer, le cœur qui va s'accélérer. Si c'est sur un changement important, vous allez peut-être avoir un sentiment de vide en vous parce que vous ressentirez peut-être de la détresse. Il peut se passer plein de choses en vous. Et je sais que sur le coup, ça paraît vraiment quelque chose de très, très douloureux parfois. Et en même temps, c'est juste, entre guillemets, quelque chose qui passe dans votre corps. Cette émotion, elle ne peut rien vous faire, elle est inoffensive. Elle est désagréable quand vous l'accueillez, certes, mais il ne va rien se passer de pire que des sensations désagréables dans votre corps. Par exemple, dans ce moment-là, vous pouvez vous demander « qu'est-ce que je pense de ce changement ? Et qu'est-ce que ça fait dans mon corps ?» Donc, accueillir déjà, et ensuite entendre le message de votre émotion. Parce qu'en fait, si vous essayez tout de suite d'aller vers des pensées d'acceptation, des pensées de « non mais c'est ok, je vais de l'avant, et c'est pas grave, et on va faire avec », peut-être que vous allez essayer de mobiliser des pensées intentionnelles qui ne vont pas vraiment, voire pas du tout marcher, parce qu'en fait, ça ne répond pas aux besoins exprimés.
Parce que peut-être que votre émotion exprime une crainte sur quelque chose en particulier, un besoin sur quelque chose en particulier. Et si vous ne l'identifiez pas, ça va être très difficile de vous rassurer avec des pensées intentionnelles, utiles et efficaces. Donc vraiment, accueillir son émotion, ça va aussi servir à se créer des pensées beaucoup plus efficaces pour la suite. C'est pour ça que vraiment l'accueil des émotions, c'est une étape à ne pas négliger. Et enfin, accueillir l'émotion, c'est ce qui va vous aider à retrouver un état plus neutre. En fait, on va retrouver cet état plus proche de la neutralité. Une fois qu'on a vraiment pris le temps d'accueillir ces émotions désagréables, aussi longtemps que nécessaire, aussi souvent que nécessaire, ça peut durer plusieurs jours, ça peut durer plusieurs semaines. Quand on aura pris le temps d'accueillir tout ça, on ressentira après une sensation beaucoup plus neutre dans notre corps, qui sera beaucoup plus agréable et qui va nous permettre d'aller chercher des solutions viables. Et pourquoi ces solutions seront viables ? Parce que cette fois-ci, on va aller chercher d'un point de départ beaucoup plus dans la neutralité, dans un carburant émotionnel qui nous correspond mieux. C'est pour moi la première étape quand on doit gérer un changement de son corps, c'est d'accueillir les émotions en question pour ensuite aller vers des pensées plus intentionnelles, des pensées plus d'acceptation. Et en fait, quand vous avez accepté le changement, vous vous dites, voilà, ce changement il existe, je choisis des pensées qui vont m'aider à l'accepter, à le vivre pleinement, à continuer ma vie avec ça. Ensuite, vous pourrez appliquer la même chose pour l'acceptation de votre corps qui va avec ce changement. Et c'est intéressant parce que ça recoupe aussi le point qu'évoquait Camille sur le fait d'habiter au mieux son corps. En fait, pour habiter au mieux son corps, le meilleur moyen, c'est d'être connecté justement à ses émotions. Donc là, pour moi, dans ta question Camille, on a vraiment le côté accueil des émotions qui vont avec le changement. Et c'est grâce à cet accueil de vos émotions, grâce au fait d'accepter qu'on est dans cette traversée d'émotions inconfortables, que vous allez ensuite pouvoir accéder à des pensées d'acceptation. Je vous propose maintenant d'écouter la question de William. Bonjour, comment être à l'aise avec une partie de son corps qu'on n'aime pas ou qu'on a honte et ne plus se préoccuper du regard des gens sur cette partie de son corps ? Merci beaucoup William pour cette question. Ce dont il est important de se rappeler dans la peur du regard des autres, c'est qu'on a généralement peur que les autres jugent chez nous ce que nous, on juge déjà chez nous. On va rarement avoir peur que les gens jugent quelque chose chez nous que nous, on adore profondément et presque, voire totalement, inconditionnellement. Si je n'aime pas du tout mon nez, par exemple, je vais être très concentrée sur ça et je vais avoir peur que les gens le jugent parce que moi, je le juge déjà. Si j'adore mes mollets, par exemple, je vais avoir beaucoup moins peur que les gens les jugent parce que je suis bien avec, parce que j'ai des pensées positives sur cette partie de mon corps. Donc déjà, je vais avoir tendance à me dire que les autres personnes auront aussi des pensées positives dessus, puisque moi je les aime mes mollets, donc sûrement que les autres vont avoir des pensées positives dessus aussi. Et ensuite, si jamais les personnes autour de moi ou quelqu'un un jour me fait une réflexion en disant quelque chose de négatif sur mes mollets, je vais avoir beaucoup moins tendance à croire cette personne, parce que j'ai déjà des pensées positives là-dessus. Je vais donc plus facilement réussir à ne pas croire cette personne, ou ne pas prendre pour argent comptant ce qu'elle dit. Alors que si je n'aime pas mon nez, et que quelqu'un me dit que mon nez n'est pas beau ou pas esthétique ou qu'il ne va pas avec mon visage, comme cette personne confirme ce que je pense déjà, je vais beaucoup plus facilement l'entendre et le retenir et mettre mon biais de confirmation dessus. Le biais de confirmation, c'est quand on pense quelque chose et qu'en regardant autour de nous, on ne va retenir que ce qui confirme notre pensée. Je vous propose l'exercice suivant. Si vous le souhaitez, vous allez fermer les yeux. Si vous êtes en voiture, ne fermez pas les yeux. Mais je vous invite à fermer les yeux. Et quand vous allez les rouvrir, je vais vous demander de scanner la pièce autour de vous et de chercher tout ce qui est rouge dans cette pièce. Donc, allez-y, ouvrez les yeux, scannez la pièce, voilà, d'un coup, tout ce qui est rouge, hop, fermez les yeux. Et là, je vais vous demander de me citer tout ce qui était bleu dans cette pièce. Normalement, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que vous n'allez pas être capable de dire ce qu'il y a de bleu dans la pièce. Et c'est la même chose si je vous demande de fermer les yeux, donc allez-y, fermez les yeux. Et quand vous allez les ouvrir, vous allez regarder tout ce qui est marron dans la pièce. Donc, ouvrez les yeux, hop, on scanne la pièce, tout ce qui est marron, on referme les yeux. Et là, je vous demande, qu'est-ce qui était noir dans la pièce ? Et vous n'allez pas être capable de me répondre. Et je suis sûre qu'il y a des choses dans la pièce qui étaient plutôt couleur bordeaux, plutôt couleur pourpre, qui n'étaient pas vraiment rouges. Mais en fait, vous les avez quand même rangées dans la catégorie du rouge, parce que bon, vous aviez envie d'avoir des réponses à apporter à la question. Et c'est pareil pour le marron, il y avait sûrement des choses beiges, et vous avez quand même dit que c'était marron, parce que vous vouliez apporter de l'eau au moulin de votre recherche. Et le biais de confirmation, c'est ça. C'est de se concentrer uniquement sur une seule chose, et du coup, ne pas voir le reste. Et souvent, notre biais de confirmation, il est négatif. On va se concentrer sur les choses négatives qui nous arrivent, et on va complètement éluder le positif.
Être conscient ou consciente de ce sur quoi vous portez votre focus, de ce à quoi vous accordez votre attention, c'est primordial pour réussir à avoir la vie que vous souhaitez et à vous concentrer sur les choses qui vont bien dans votre vie, les choses qui vont dans le sens de votre vision, dans le sens de ce que vous voulez pour vous. Pour en revenir à cette partie du corps qu'on n'aime pas, c'est exactement ça. C'est qu'il peut y avoir 100 personnes qui vous disent que votre nez, il est complètement accordé avec votre visage, que c'est pas si important, qu'il est très bien. Il suffira d'une seule personne pour critiquer votre nez et vous n'allez retenir que ça, parce que vous-même, vous ne l'aimez pas. En n'aimant pas cette partie de votre corps, vous créez vous-même un ancrage négatif et vous allez être dans ce biais de confirmation négatif. Pour se détacher de ce que les gens pensent, le meilleur moyen, ça sera toujours d'aller questionner ce que vous pensez et de changer déjà ce que vous pensez. Pour ça, je vous invite par exemple à faire la liste de toutes les raisons pour lesquelles vous aimez cette partie de votre corps. Toutes les raisons pour lesquelles peut-être cette partie de votre corps, elle n'a pas besoin d'être différente pour être bien. Par exemple, un nez, c'est vital. Un nez, ça vous permet de respirer. Un nez, ça vous permet de sentir l'odeur du parfum de votre conjoint ou de votre conjointe le matin, de sentir l'odeur d'un gâteau dans le four. Ça vous permet de sentir aussi peut-être quand il y a une odeur de gaz et qu'en fait, faut vite que vous partiez de chez vous parce qu'il y a une fuite de gaz. Votre nez, il va aussi vous permettre d'attraper les poussières pour éviter d'avoir plein de poussière dans vos poumons quand vous respirez. En fait, votre nez, il a 1001 caractéristiques fondamentales. Et si vous n'aimez pas votre nez parce que vous trouvez qu'il n'est pas beau, peut-être que là, vous pouvez vous dire « Ok, mon nez, il fait déjà tout ça en fait. » Et si vous ne le trouvez pas esthétique, rappelez-vous que c'est une pensée. Le fait de vous dire que votre nez n'est pas beau ou pas esthétique, c'est ce que vous en pensez. Vous pouvez changer cette pensée-là et vous pouvez trouver à terme votre nez très beau. Vous allez passer au début par des pensées telles que « mon nez fait le job, mon nez a le mérite d'exister ». Et ensuite, vous pourrez aller vers des pensées de l'ordre de « mon nez est bien, il est même super, mon nez a plein de caractéristiques chouettes ». Si ce sont des pensées accessibles pour vous. Mais vous pouvez aussi vous dire « en fait, mon nez aujourd'hui, je le trouve pas beau, et c'est pas grave. Il a pas besoin d'être beau là tout de suite, en fait, il est pas là pour ça ». Ça, c'est si vous n'aimez pas une partie de votre corps pour le côté esthétique, mais vous pouvez appliquer ça aussi si vous n'aimez pas une partie de votre corps pour X ou Y autre raison. Je précise que j'ai conscience que l'on évolue dans une société qui a son propre avis sur ce qui est beau ou pas, et qui nous le fait régulièrement savoir dans des films, des pubs, sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas toujours facile, loin de là, de faire évoluer nos pensées sur une partie de notre corps que l'on n'aime pas, quand toute la société nous rappelle qu'on a bien raison de ne pas l'aimer. Je vous invite, si ça vous parle, à écouter l'épisode 277 « Être mince c'est mieux », dans lequel on aborde plus en détail ce sujet-là. Pour finir sur le regard des autres, n'oubliez pas de vous dire que les pensées des autres leur appartiennent et veulent vraiment dire plus de choses sur eux que sur vous. Si une personne juge votre nez, il y a de grandes chances qu'elle-même, soit elle n'aime pas son nez, soit elle a vu ça directement chez vous, soit elle aussi a peur de ne pas être assez belle, assez attirante, et peut-être qu'elle a des complexes, peut-être qu'elle essaie de se sentir mieux en vous rabaissant. Peut-être même qu'elle pense vous aider en disant ça, qu'elle vous le dit de manière empathique, avec de l'amour et de la sincérité. En fait, il y a plein de raisons pour lesquelles la personne va penser ça de 1 et le dire de 2. Et donc si on vous fait une remarque, il va s'agir d'abord de l'accueillir. Quelqu'un m'a dit ça. C'est pile dans mon biais de confirmation. Ok, ça reste dans ma négativité. Là, je garde les mêmes pensées douloureuses sur cette partie de mon corps. Donc, acceptez que ça vous a fait du mal, que vous en êtes là de votre cheminement sur cette partie de votre corps et que ça n'est pas un problème de mal le vivre. Quand vous serez dans cet état un peu plus de neutralité dont je parlais tout à l'heure, vous pourrez vous demander pourquoi cette personne a dit ça. Et en fait, en répondant à cette question, vous redonnez à l'autre personne la responsabilité de ses propos et de ses pensées. Vous les détachez de vous-même, de votre valeur, de ce que ça pourrait éventuellement dire de vous. Et l'étape suivante, c'est de vous rappeler que cette personne ne détient pas la vérité générale. Ce n'est pas parce que cette personne vous dit quelque chose que son avis est le bon, qu'elle détient la vérité. Et ça, vraiment, vous pouvez vous le dire dans tous les domaines à propos de ce que quelqu'un vous dit. C'est sa pensée, dans sa réalité, dans son biais, dans sa façon de voir la vie. Ce n'est pas la vérité générale. Et surtout, ça n'a pas besoin de devenir votre réalité. Souvent, on accorde beaucoup plus de valeur à ce que les autres pensent qu'à ce que nous, on pense. Parce qu'on part du principe que les autres savent mieux que nous. Les autres ont plus raison que nous. Sauf qu'il n'y a pas plus de vérité dans ce que pensent les autres que dans ce que vous pensez. Toutes nos pensées ne sont que le fruit de nos conditionnements, de notre éducation, de la société dans laquelle on grandit, de notre développement personnel, etc. C'est une façon de voir la réalité. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec la vision de la réalité qu'ont les autres. Surtout si leur réalité concerne qui vous êtes, ce que vous faites, votre corps, etc.
Ces personnes ont le droit de se tromper sur vous. Elles ont le droit de se tromper sur ce qu'elles pensent de votre nez. Elles ont le droit de se tromper sur ce qu'elles pensent de votre travail, sur ce qu'elles pensent de vous en tant que personne. Les autres ont le droit de se tromper. C'est vous qui choisissez votre réalité et ce que vous souhaitez en penser. Donc si vous acceptez déjà dans une première mesure cette partie de votre corps, grâce à tout ce qu'on a vu à la réponse précédente avec Camille, si vous prenez le temps d'accepter cette partie de votre corps, d'accueillir les émotions que vous ressentez, de créer des pensées intentionnelles qui vous aident là-dessus au fur et à mesure du temps, pour peut-être finir par aimer cette partie de votre corps, en fait avec tout ça, ce que les autres vont vous dire, ça aura beaucoup moins de poids, parce que vous aurez des pensées conscientes et voulues sur cette partie de votre corps. Et vous pourrez vous dire que ces personnes ont une vision du monde, que vous avez la vôtre, et que vous avez envie de garder votre conception du monde sur ce point. Je vous propose maintenant d'écouter la question de Candice. Bonjour, change ma vie. Voilà, je pose une réflexion. Je suis très consciente de tout ce qu'il est nécessaire de faire pour prendre soin de mon corps. Je ne fume pas, je ne bois pas, je mange très peu de viande, je me prive pas non plus, mais je fais très attention à ce que je vais ingérer car je sais que c'est mon véhicule de vie. Pour autant, je suis très sédentaire et je sais que la sédentarité tue, c'est prouvé de plus en plus, mais je ne trouve aucune motivation et aucun intérêt à faire du sport. Je n'y arrive pas à faire du sport dans le vide, pédaler sur un vélo qui ne bouge pas, je ne comprends pas, je n'y arrive pas, je n'aime pas transpirer et quand j'ai 5 minutes, je les consacre clairement à autre chose. Je bouge un peu le week-end, mais je sais que je devrais faire beaucoup plus que cela. Donc ma question c'est ça, c'est comment est-ce possible d'en être consciente, surtout sur une question de longévité, et pour autant de ne pas arriver à le prioriser. Voilà, merci. Merci beaucoup Candice pour ta question qui va, je pense, parler à beaucoup de personnes sur l'aspect motivation pour faire du sport, motivation pour avancer dans nos projets. Ce qui est très intéressant dans ton message, c'est qu'effectivement ta question n'est pas comment je peux faire pour y arriver, mais c'est une question qu'on va quand même adresser. Ta question c'est comment je peux être consciente des bénéfices et quand même ne pas passer à l'action. Et je trouve ça super de te poser la question dans ce sens-là. Parce que c'est effectivement ça la question. Au-delà de pourquoi je n'arrive pas à le faire, c'est j'en ai conscience, je sais que c'est important, je vois les bénéfices. C'est évident, tout le monde le sait, mais je ne le fais pas. Et c'est justement ça qui est intéressant, c'est ce côté tout le monde le sait. Je devrais le faire. On est censé le faire pour vivre longtemps et en bonne santé. Il faut faire ça. En fait, il va y avoir une différence pour moi entre les bénéfices que tu comprends d'un point de vue rationnel et les bénéfices qui vont te mettre en mouvement d'un point de vue émotionnel. Dans ce que tu me dis, on entend très bien les bénéfices rationnels. Vivre longtemps, en bonne santé, être quelqu'un d'actif. Et personne, en tout cas aujourd'hui avec les études, les méta-études qui ont été faites, personne ne peut vraiment te dire que non, ça ne sert à rien. Enfin, on peut te le dire, mais en tout cas factuellement, on a des études qui nous montrent que c'est important. Donc si on sait tous et toutes que c'est important, on en a conscience, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? Parce qu'en fait, d'un côté, on a, comme je le disais, les bénéfices rationnels, donc ce que je viens d'exprimer, et de l'autre, les bénéfices émotionnels. Les bénéfices émotionnels, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui va activer votre carburant émotionnel et vous faire passer à l'action. Peut-être qu'aujourd'hui, quand vous vous dites « ça permet de vivre en bonne santé, ça permet de vivre plus longtemps », ce sont des bénéfices qui, oui, sur le papier sont importants, mais émotionnellement, vous ne ressentez rien. Quand vous dites ça, vous ne ressentez pas d'élan, ça ne vous fait pas vibrer, ça ne vous donne pas envie d'y aller. Dans la question de Candice, on parle vraiment du « pourquoi ». Le pourquoi, c'est la raison vibrante qui vous fait passer à l'action. Donc par exemple, la raison vibrante qui vous fait aller chercher vos enfants à l'école, c'est parce que vous ne voulez pas que vos enfants restent sur le trottoir. La raison vibrante qui vous fait arriver à l'heure au travail, c'est parce que vous savez que c'est important d'être ponctuel pour être bien vu par votre supérieur, pour ne pas être viré, donc pour avoir de l'argent, et en fait, continuer à survivre dans la société. Quand parfois vous n'avez aucune difficulté à lancer une machine de linge, c'est parce que vous savez que pour vous c'est important de ne pas sentir mauvais et d'avoir du linge propre. En fait, le pourquoi, c'est vraiment ce qui va vous permettre de passer à l'action pour aller vers les objectifs que vous avez. Quand vous avez du mal à être motivé par quelque chose, quand vous avez du mal à passer à l'action sur un projet, c'est souvent qu'il y a un déficit de pourquoi. Le pourquoi, c'est une des caractéristiques de la vision. La vision, chez Change ma vie, c'est une des toutes premières choses qu'on vous aide à déterminer quand vous abordez votre démarche de changement au sein de notre programme de coaching. La vision, c'est la réponse à une double question. Où est-ce que je veux aller ? Et tout aussi important, si ce n'est plus, pourquoi je veux y aller. Parce que ce pourquoi, c'est ce qui va créer votre carburant, c'est ce qui va en fait vous permettre d'avancer. Le pourquoi, comme je le disais, c'est la raison vibrante. Ce sont en fait finalement les bénéfices que vous voyez derrière ce passage à l'action.
Et ce qui me fait dire, Candice, que pour toi ton pourquoi n'est pas assez vibrant, c'est que tu utilises beaucoup de « il faut »,« je devrais », qui sont en fait des formes de langage dans lesquelles il y a ce côté rationnel. Je devrais faire ça, il faut faire ça. Mais finalement, ça ne permet pas de capter l'essence même du bénéfice en question. Et en plus, ça peut créer un carburant émotionnel plutôt de peur et de contrainte, et bon, ça conduit souvent à un refus d'obstacle. Si je te dis, Candice, pourquoi tu veux aller courir 3 fois par semaine ? Et que tu me réponds, parce qu'il faut le faire en fait, pour être en bonne santé. Là, j'ai pas le pourquoi vibrant de Candice. J'ai pas la raison qui va animer émotionnellement Candice. Alors que peut-être, si je te dis, pourquoi est-ce que tu te lances à ton compte dans la peinture ? Tu vas me dire, parce que quand je peins, je me sens transportée, parce que je sais que mon travail va inspirer des gens. Là, je commence à toucher au pourquoi de Candice. Si tu me dis, je me lance dans un projet artistique de vendre mes peintures parce que tout le monde en ce moment se lance dans des projets artistiques ou parce que c'est ce qu'il faut faire, il y a peu de chances que ça te fasse vraiment passer à l'action parce qu'on a des formules générales, en fait, des formules très rationnelles. Tout ce qui est « il faut »,« je devrais »,« tout le monde le fait », c'est comme ça, ce sont des formules générales qui ne vont pas, en fait, vous prendre aux tripes, vous, personnellement. Une autre raison que je vois aussi dans la difficulté à passer à l'action, c'est peut-être que ces bénéfices, ils peuvent paraître très loin. Par exemple, pour toi, Candice, peut-être que tu es une personne plutôt jeune, en bonne santé, et qu'en fait, le côté vieillir dans de bonnes conditions, ça te paraît trop loin. En fait, là, le pourquoi, il n'est pas activé. Parce que ça te paraît loin, tu te dis, en fait, j'ai le temps de voir venir. Donc, ma recommandation, ce serait d'essayer de trouver un objectif intermédiaire qui va t'emmener vers ta vision de vieillir en bonne santé, mais qui serait plus vibrant et plus proche dans le temps pour vraiment réussir à t'activer dès maintenant. Par exemple, si je veux vieillir en bonne santé et vivre longtemps, je me dis que pour mettre ça en place, là, ce qui me manque, ce serait éventuellement un peu d'activité physique. Ok, est-ce que je peux peut-être me fixer un objectif sur 6 mois et me dire, par exemple, pour un sport que j'aime bien, dans 6 mois, j'aimerais réussir à atteindre tel objectif, ou dans 6 mois, j'aimerais pouvoir monter tant de marches de mon escalier sans être fatiguée. En fait, c'est essayer de trouver un objectif intermédiaire qui te donne cet élan que tu n'as pas quand tu imagines les efforts à fournir pour vivre longtemps et en bonne santé. Et une autre chose également en passant sur le rapport au corps, c'est que tu dis « j'aime pas transpirer, j'aime pas faire du sport dans le vide ». Et par rapport au mouvement, donc moi je préfère parler de mouvement plutôt que de sport. Donc l'idéal pour le mouvement, c'est de trouver quelque chose qui vous plaît. Alors, faut noter quand même que de prime abord, notre corps préférera toujours rester posé sur le canapé que d'aller courir, faire du yoga ou soulever de la fonte. Peu importe, en fait, on préférera toujours faire le minimum d'efforts. C'est normal. Ce n'est pas parce que vous avez des difficultés à vous motiver pour aller à votre cours du jeudi ou parce que vous n'aimez pas cette activité. C'est normal de préférer rester sur votre canapé. En fait, on est câblé comme ça en tant qu'espèce animale pour économiser de l'énergie. Notre cerveau ne voit pas d'intérêt, dans une perspective d'évolution de l'espèce, de nous faire bouger à ce moment-là. Alors si vous me connaissez un peu, si vous m'avez déjà écouté sur le podcast, vous avez déjà entendu que je faisais du tennis. Donc j'ai fait notamment l'épisode 301, comment préparer une compétition sportive, où j'en parle. J'adore le tennis. C'est un sport que j'aime beaucoup. Eh bien, il n'empêche que le lundi soir à 20h15, quand je dois mettre ma tenue pour partir à mon cours de tennis, j'ai quand même la flemme. Je ressens quand même cette flemme, ce côté « je serais bien restée à la maison en fait ». Mais même si mon cerveau me le propose, pour moi c'est pas une option. Parce que je sais que j'aime ce sport, je sais pourquoi j'y vais, je sais pourquoi je le fais. J'ai mon pourquoi vibrant qui est là. Donc même si ça me traverse l'esprit de me dire « en fait là j'ai pas du tout envie », les raisons elles sont là, elles sont présentes et elles sont plus fortes que ça. C'est pas parce que vous n'avez pas envie d'aller faire un sport ou du sport que vous n'avez pas la motivation de vous lever de votre canapé pour y aller, que vous n'aimez pas ça. Ce n'est pas « ok, là j'ai du mal à le faire, c'est pas un déclic inné, je ressens pas un élan majestueux vers quelque chose, ok ça veut dire que j'aime pas ça ». Non, il y a cette réaction naturelle de « je préfère rester posé sur mon canapé ». Le minimum d'effort, c'est normal. Mais je t'invite, Candice, et vous tous et toutes, chers auditeurs et auditrices, à essayer de trouver peut-être un mouvement qui vous déplaît un peu moins que les autres, qui vous donne envie, qui vous permet d'avancer vers vos objectifs. Par exemple, Candice, tu nous dis que t'aimes pas faire du sport dans le vide. Donc peut-être faire un sport qui va te donner envie, te donne l'impression de vraiment progresser, quelque chose qui te correspond. Et ça n'a pas besoin d'être nécessairement un sport comme on l'entend habituellement. C'est pour ça que je préfère parler de mouvement. Ça peut être aller marcher, aller barboter dans la piscine avec des amis, aller danser. Et en fait, si vous n'aimez pas, comme Candice, faire du sport dans le vide, qu'est-ce qui peut combler ce vide en fait ? Ça peut être la sociabilité, la beauté du paysage. Trouvez votre pourquoi, vos raisons
vibrante à vous. Pour résumer ce qu'on a vu aujourd'hui dans cet épisode, on a vu l'importance d'accueillir ses émotions pour comprendre ses peurs et ses besoins dans l'acceptation du changement de notre corps. Ça, on l'a vu grâce à la question de Camille. On a vu également comment se détacher du regard des autres, soigner nos biais de confirmation, changer nos pensées grâce à William. Et on a identifié notre pourquoi, on a cherché des objectifs intermédiaires qui nous portent grâce à la question de Candice. Encore un grand merci à toutes les personnes qui nous ont envoyé leurs questions. Comme toujours, je vous invite à vous demander avec quoi, quel enseignement, quelle pensée, quelle pratique, vous repartez aujourd'hui suite à cet épisode. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez. Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir, et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez Change ma vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre. Une vie qui a du sens et un impact, et c'est notre mission et notre passion de vous y aider. Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com/coaching pour avoir toutes les informations.